Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui au sein de notre séminaire le professeur Francisco Arauta, qui est vraiment un Weltmann au sens le plus qu'ancien du monde. Il s'est formé en Espagne et puis il a été longuement élève du professeur Gadamer et du professeur Blumenberg en Allemagne, et puis aussi en Italie. Il a pris sa licence avec Giulio Carlo Argan, l'un des grands historiens de l'art contemporain, et puis il a enseigné un peu partout dans les grandes universités d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, et où il continue encore ses recherches et ses travaux avec un enseignement pour doctorant à la Humboldt-Universität de Berlin. Ces travaux aussi suivent ses compétences qui sont aussi larges que le monde qu'il a parcouru et qu'il parcourt, et notamment dans trois, je dirais, vastes champs que je vais trop rapidement évoquer. Tout d'abord, la philosophie en elle-même, et tout particulièrement Kierkegaard, les limites de la dialectique de l'individu, la philosophie et l'autre, le fragment et la totalité, les limites du classicisme, et puis les rapports entre la philosophie, l'art, l'écriture, notamment son livre qui concerne art et écriture en 1995, et d'autre part tout un travail, je dirais vraiment de finesse pour réunir l'esthétique, la philosophie et les arts dans les colloques de la Fondation Bottine qu'il dirige à Santander chaque été, et d'autre part aussi un regard très attentif sur le présent politique que nous vivons. Il est le responsable du groupe de Tanger et il a publié un certain nombre de livres qui concernent notre présent. Gouverner la globalisation, Orient et Occident, et plusieurs autres volumes. Tout particulièrement dans les années plus récentes, a organisé, et avec la collaboration de ce monument extraordinaire, un cœur de notre Europe classique, c'est-à-dire l'Alhambra, une série d'expositions, je cite tout particulièrement en 2010, mais c'était le centenaire de la présence de Matisse à l'Alhambra, Matisse et l'Alhambra, 1910-2010, plus récemment à Madrid, El Hilo de Ariadna, c'est-à-dire une réflexion sur le labyrinthe, héritage classique et époque contemporaine, et il est en train de préparer, après une vaste exposition qu'il vient d'ouvrir à Valencia sur l'art contemporain, il est en train de préparer une grande exposition sur Babel, ou les Babel au pluriel, tableaux, réflexion théologique, réflexion biblique et réflexion littéraire. J'ajoute aussi que j'ai le privilège de le reconnaître comme l'un des amis les plus chers, et je remercie aussi Javier et Sylvie Texidor qui sont là, qui nous font l'honneur de réunir cette portion de l'Europe qui nous est si chère, que nous voyons chaque jour dans notre cours, comment elle a été vraiment à la base de la formation de la pensée moderne. Je suis donc ravi de lui donner la parole. Aujourd'hui, il va nous parler de l'un des grands chefs-d'œuvre de l'identité européenne. Il va nous parler avec des éléments nouveaux, et je lui donne la parole. Je vais me mettre du côté des auditeurs, parce que je vais me laisser le privilège de bien voir les images. J'ajouterai qu'à chaque fois, Francisco Arauta fait photographier exprès les tableaux pour donner une image. Ce n'est pas quelqu'un qui pique comme moi dans les sources qui sont dans les databases qui sont déjà disponibles. Non, il va à la source, et il y a tout un travail de préparation. Vous en verrez la qualité
qui s'ajoute à la qualité de son exposé. Je te donne donc la parole. Merci. Bonjour, messieurs, dames. Tout d'abord, bon merci, Carlo, pour tes paroles, ton invitation. C'est pour moi un grand plaisir, un grand honneur, partager les interventions de ce séminaire sur les figurations baroques, en prenant toujours comme un point d'attention la tradition espagnole, le baroque espagnol, auquel sans doute Las Meninas appartiennent avec tout son droit. C'est pour moi un plaisir de rentrer au collège. Il y a quelques années, je fais ici 4 conférences sur Don Quichotte dans l'imaginaire européen. Et maintenant, cette approche un peu directe, je dirais aussi un peu téméraire, on ne parle pas de Meninas avec gaieté, avec pourquoi on ne parle pas de Las Meninas. C'est toujours un rendez-vous avec de grands risques que j'ai acceptés et j'ai traité aussi de ne pas résoudre, parce que, comme vous voulez voir, vous pourriez suivre même la petite mais technique bibliographie que je vous présente. Les titres sur Meninas, ça nous donne un parcours bibliographique, critique et historiographique très très riche, et encore reste comme une question ouverte. À la fin, je me ferai ces éléments de questions, je me présenterai ces éléments de questions que je voudrais partager avec vous dans la discussion. Et tout d'abord, c'est juste, j'interprète aussi ma réflexion comme un petit hommage à... J'étais un jeune étudiant en 1966, j'étais à Rome, j'étudiais mon histoire de l'art avec Argan à la Sapienza quand il est apparu Les mots et les choses de Michel Foucault, professeur au collège. Et le premier chapitre de ces Les mots et les choses, c'est juste le suivant, un texte sur Las Meninas. Ça viendra un chapitre 2 qui sera dédié à Don Quichotte, égaré dans la selva, forêt de cygnes. Ce sont ces commencements espagnols très particuliers, je dirais en plus, même européens. Ça nous donnait une perspective à cette archéologie des sciences humaines que les mots et les choses voudraient parcourir. Je voudrais la lumière qui peut tomber comme ça. Nous sommes à Madrid, 1656. Tous ceux que nous voudrions voir dans Meninas habitent ces palais. C'est le vieux Alcázar que tout de suite, à partir de 1640, deviendra Palazzo del Buen Retiro. Il a disparu dans l'incendie de 1748 et c'est pour ça qu'on a commencé la construction de nouveaux palais, palais royal, que c'est l'actuel palais royal que vous connaissez. Rien à voir avec la tradition du vieux Alcázar. À ce moment-là, 1750, sont déjà les Bourbons en Espagne, Carlos III, et le modèle de Regia, de palais royal en Europe, d'un côté Versailles, de notre côté Caserta. Les Espagnols ont préféré Caserta. Et c'est pour ça que le ton, le style, le goût même de la monarchie, elle est devenue plus
on dirait, néoclassique que baroque. Le baroque, comme disait déjà Paul Hazard, après la crise de la conscience européenne, se retire de la conscience européenne et se réouvre ce goût néoclassique qui arrivera justement jusqu'à Berlin et même London, Buckingham Palace. C'est la réponse anglaise à ce goût néoclassique. Mais qui habite dans les Alcázar et dans El Buen Retiro? Tout d'abord, le roi. On ne peut pas raconter cette histoire, on ne peut pas parler de Meninas sans parler avant de Felipe IV, le roi. D'une très forte tradition, Charles V, Philippe II, Philippe III, et le jeune Felipe IV, qui devient roi très très jeune, et qui organise la cour, la corte, avec un esprit absolument différent. Un grand politicien, que ce comte duc de Olivares, peint par Velázquez une et trois fois, et avec une responsabilité politique très difficile à rendre à cause du commencement de la crise de la couronne. Une crise économique était étudiée largement, tous les éléments qui compliquent justement cette situation stratégique et des relations avec l'Europe, même aussi compliquées, surtout avec la France, de Louis XIII et Louis XIV, jusqu'à le moment où Louis XIV aura comme épouse la fille de Philippe IV, Marie-Thérèse, la fille aînée de Philippe IV. John Eliot, le grand historien britannique, a reconstruit la cour de Philippe IV. Peut-être vous pouvez imaginer déjà à ce palazzo del Buen Retiro, là travaille un peintre. Ce peintre s'appelle Diego Velázquez. Mais il faut reprendre l'entourage dans lequel Velázquez reconstruira cette histoire. Les premiers appartiennent à la collection de la Frick Collection, et l'autre, vous le trouverez au Prado. Il est déjà un peu malade. 1654, 2 années avant que Velázquez décidera faire Meninas. Le rapport entre le roi et le peintre, c'est un rapport de protection, quasi d'amitié. Mais ça peut dire que dans la civilisation, la culture baroque, le pouvoir symbolique du roi faisait absolument impossible un rapport horizontal. Mais il y avait une tradition. Charles V avait un rapport très spécifique, très proche de Tiziano. Philippe II, encore plus. Philippe II, il est resté très fidèle à Tiziano. Il a éliminé de son entourage El Greco. Cette année, vous pouvez voir en Espagne les centenaires del Greco et la grande exposition à Toledo. Il arrive avec des lettres de Tintoretto et Tiziano à l'Escorial, mais le roi dit que les semble cette peinture très inquiétante à cause
de cette difficulté pour le roi, le Greco bascule et se retire à Toledo. Ça commence. Ce voyage quasi folle. La regina, très très proche aussi de Velázquez, vous le trouvez à Prado, sì, Mariana de Austria. I Habsburg hanno mantenuto, ont conservé ce rapport très fort avec l'empereur. Et le rapport bien représenté justement par les alliances que Mariana de Austria permettra. Et il est très important à penser comment la monarchie de Philippe IV, il a une versante atlantique, ce sont les vice-rois, los vice-reinados de México, Colombia, Pérou, les trois vice-rois, mais même encore les vice-rois de Naples. Des relations un peu structurelles, géopolitiques, on pourrait dire, pour l'Amérique, et un rapport très fort avec les trois monarchies européennes. L'Angleterre, Rubens sera l'ambassadeur du roi, Rubens, en Angleterre, la France de Louis XIV et l'Empire Habsbourg de Léopoldo. La reine restera toujours, j'aime beaucoup ce portrait de Mariana qui se trouve au Meadows Collection de Dallas, qui, pour le dire comme ça, Velázquez fera ce portrait un peu plus tard, que fera les deux portraits de Marie-Thérèse, pour dire voilà comment la fille et la mère se ressemblent. Ce concept de se ressembler, c'est l'effet d'un miroir. Ça donnera justement à la princesse, mais aussi à la reine, un sens de continuité affective. Nous avons le roi, nous avons la reine, nous avons les princesses. Tout d'abord, c'est Marie-Thérèse de Fine Arts Museum de Boston, où la qualité de la peinture, l'expérience de Velázquez comme portraitiste, ça nous donne, sans équivoque, une dimension, je dirais même, parfaite. On répétera ces canons. La souplesse, c'est bien de lire encore une fois les pages fragmentées de Picasso sur ces archants qui volent sur le blanc. Comme dit Picasso, sur le portrait de Mariana de Austria et Marie-Thérèse d'Austria. Ou encore plus belle, c'est le portrait incomparable de Marie-Thérèse, que vous pourriez le voir al Kunsthistorisches Museum de Vienne, et qui a visité il Prado, il faisait quelques mois. Cette perfection, on pourrait dire, cet argent qui absorbe la totalité de l'ornement, cette particularité de fait que c'est blanche, qui évite, qui fait nécessaire, surtout, tous les éléments décoratifs que vous avez pu identifier en avant. Surtout les médaillons qui portent
sur la poitrine, mais les perles qui sont partout, mais ça arrive la présence de Marie-Thérèse. Justement, avant son mariage avec Louis XIV, ce sont les personnages fréquentés par Velázquez. Avant d'arriver à Meninas, c'est pour ça que je chercherai à justifier un peu plus pourquoi Meninas, on pourrait l'interpréter d'une manière, il voudrait présenter une hypothèse sur la question. Sa sœur, que c'est justement, c'est belle, cette Margarita. C'est incroyable. Velázquez reçoit la commande, l'ordre de faire un portrait pour Margarita en bleu pour son futur époux, Léopoldo. Il vient envoyer de Madrid à Vienne. Ça nous donne un peu plus les goûts Habsbourg, les décors. On ne les présentera pas comme des années plus tard, nous sommes toujours en 1656, et deviendra le centre justement de Meninas. Un petit détail, il semble que Velázquez n'est pas d'accord avec cette alliance et juge cette tristesse dans le visage de Margarita. Pauvre fille, qu'est-ce qu'il se passera? Le mariage aura lieu avec 15 années de Margarita, aura 5 enfants, et avec 22 années, elle mort. Une histoire que Velázquez pourrait déjà prévoir d'une manière presque dramatique. Mais nous sommes toujours à la cour de Philippe IV, et c'est quelque chose, pour le texte de Eliot et le texte de Jonathan Brown sur le Palazzo del Buen Retiro a une signification particulière, c'est ce qui définira la spécificité baroque. Et Carlo connaît bien cet argument. On a parlé beaucoup, c'est justement le théâtre. Et vous savez, cette gravure du théâtre avec la représentation d'Andromède et Persée, c'était allégorie d'Andromède et Persée de Calderon. Calderon fera des pièces pour le théâtre royal. Il fera des pièces pour le grand public, autos sacramentales. C'est la fortune, et on verra, c'est une gravure qu'on trouve à Harvard, au musée de Harvard, the Haunted Collection, et qui viendra représenter comme un exemple. Le théâtre représentera tout ce que l'histoire n'est pas encore vérifié. Il y a ce rapport entre histoire et théâtre. Ça, c'est la question. Ce sont les hommes qui ne réussissent pas à construire l'histoire, mais sont les dieux. Bien sûr, vous savez bien que le livre plus lu dans le 16e restera toujours Métamorphose d'Ovide. Métamorphose d'Ovide représentera cette autre histoire. Ça commencera déjà avec les Momus d'Alberti et qui traversera pratiquement toute l'histoire du XVIe siècle. Ou peut-être, selon toujours la tradition de son père, Philippe
de ce balcon à l'Escorial sur l'église de l'Escorial. Ce balcon religieux, dévote, Felipe IV, Mariana, Margarita et Prospero, il figlio qui disparaîtra avec 4 ans. Et l'allégorie religieuse, vous trouvez ça dans le convento de Descalzas Reales à Madrid, tout près du Palais Royal. Je voudrais vous présenter dans une première approche ces éléments pour vous faire penser que Velázquez n'est pas justement un peintre isolé, n'est pas un artiste plein d'éléments de son époque, mais qui appartient à un lieu spécifique, que c'est la cour de Felipe IV. Ce portrait, cet autoportrait de Velázquez, il a fait seulement 2 portraits. Un portrait encore quand il habitait Séville, et un portrait quand il rentre en 1640, quelques années après son retour de son premier voyage en Italie. Quand il vient plein de cette lumière vénitienne. Il aimait beaucoup Vénétien. Il a peur. Il a peur de Raffaello. Pas possible. C'est pas possible d'arriver à cette perfection. Vous savez bien, c'est madame qui connaît mieux que moi la question. Est-ce que vous avez vu des dessins de Velázquez? Non. Il ne dessinait pas. Est-ce que vous avez vu des dessins de Caravaggio? Non. Non. Alors, il y a quelque chose d'hétérodoxe. Un peintre qui ne dessine pas, sera Poussin qui écrira dans une conversation avec Lorena, on lui dit chaque fois, je suis plus convaincu que Caravaggio il est venu à la terre pour détruire la peinture. Poussin. n'est pas pacifique, cette observation. Je suis convaincu, chaque fois en plus, je suis convaincu que Caravaggio, il est venu à la terre quelque chose de messianique pour détruire la peinture. Ça, Poussin dit ça après visiter la bottega de Caravaggio. Il sort en disant, oh là là, c'est pas possible de dire ça. C'était Pierre Rosenberg, à l'occasion de la grande exposition Poussin au Grand Palais, quand, avant de voir les tableaux de Poussin, on devait voir les dessins de Poussin. Et parfois, entre les tableaux et les dessins, on trouvait un sarcophage avec les bas-reliefs. Les figures étaient prenées directement de l'ancien. Quelque chose de confusion pour Velázquez ne se portait pas, mais il se présentait comme ça. Il s'est formé à Séville avec à l'occasion que le comte de Duque devient ministre de Felipe IV, Felipe IV. Il arrive à Madrid dans ce moment dans lequel un grand peintre européen, Rubens, travaille au Palais Royal del Buen Retiro, 1628.
et il verra comment Rubens fait des copies de Tiziano. Il commence à voir, et il commence surtout à admirer le prestige de Rubens. Francis Haskell a étudié justement cette noblesse qui accompagne les grands artistes. Mais ce sont justement en 1650 quand Velázquez, il est déjà avec une cinquantaine d'années, il fait le second voyage en Italie. Excusez-moi, oh là là, je ne comptais pas avec ça, excusez-moi, c'est pas normal. Excusez-moi, monsieur. Oh là là. En 1650, entre le premier et le second voyage en Italie, il y a, mais ce n'est pas le moment de commenter tout ça, il fait Velázquez toute une expérimentation formelle très importante, que c'est transformer l'iconographie des motifs mythologiques. Fera Vulcano, la fragua, fera Borrachos, Baco. Tous les motifs deviendront transformés, ne seront pas héroïques, mais deviendront des sujets populaires. Entre 1630 et 1640, fait toute cette transformation de l'iconographie mythologique. Quand il commence son voyage, second voyage, seulement 2 peintures de son séjour à Rome. Quand il arrive avec lettre de Philippe IV, au Vatican, pour faire le portrait d'Innocencio X à la Doria Pamphili, il se retrouve de nouveau avec Raffaello, surtout la Madonna Sistina. Il a toujours la même réaction devant Raffaello. C'est trop, c'est pas possible de faire ça. Il disparaît pendant des jours du Palais Vatican. Et un soir, demande à son servante, Juan de Pareja, de faire son portrait. Le portrait de Juan de Pareja, qui se trouve au Metropolitan à New York, c'est la réponse de Velázquez à sa crise. Il ne pourrait jamais imiter Raffaello. Il n'appartient pas à la tradition classiciste déterminée par le dessin. Il pense à un autre argument, ce qu'on pourrait dire cet illusionnisme baroque, central de la peinture de Velázquez et de le baroque espagnol. Le portrait de Juan de Pareja au Metropolitan, qui prépare Velázquez pour faire le portrait d'Innocencio X. Vous le pouvez voir à la Doria Pamphili à Rome. Et c'est le portrait qui a déterminé des séries de travaux de Francis Bacon, et que vous avez sûr visité à la grande exposition au Beaubourg il fait quelques années. Une exposition dans laquelle dominait un silence très profond. Troppo vero, réponse du pape, et le plus diplomatique,
disait enfin, pan dipinto d'accordo al gusto venezien. Dipinto, peint avec le goût vénitien, trop vénitien, Tintoretto, c'est rouge comme ça. On peut voir. Mais après sa rentrée, c'est très curieux. Le roi, par l'ampliation du palais du Buen Retiro, lui fait la demande d'acheter des tableaux de Raffaello. Il n'achète rien de Raffaello. Il achète seulement le poussin qui se trouvait à Prado. On était acheté par Velázquez à l'occasion de son second voyage en Italie. Tintoretto et Veronese, qui se trouvent aussi à Prado, ont été achetés. Qui est le Velázquez à la rentrée de son voyage en Italie? Voilà. À quelque chose de nouveau. 1656. C'est justement lui, à Las Meninas. Je risque à dire que Velázquez a attendu beaucoup pour se faire le troisième portrait. Et que Las Meninas est justement son autoportrait, son troisième autoportrait, un peu clandestin. Ce n'était pas possible de faire son autoportrait, mais on verra. Vous pouvez voir les petits détails auxquels je rentrerai, la structure de cette conférence, de cette conversation. C'est un peu circulaire, d'une manière intentionnelle, pour vous montrer justement comment ce portrait guide la composition du tableau, que comme vous savez, on a présenté beaucoup de difficultés. La bibliographie que je vous présentais, ça donne seulement un petit fil rouge pour suivre les grands débats sur Meninas jusqu'à aujourd'hui. En 1656, Meninas. Encore, si vous voulez, c'est la rotonde de Prado, la plus noble du musée, couronnée, dominée par Meninas. De côté, on pouvait voir, on les représentait comme la théologie de la peinture. Un visiteur voyageur français du 19e, Théophile Gautier, se permettait la boutade de dire dans une lettre, mais où est le tableau? Où est le tableau? Quel est le significat, le signifié de ce tableau, Meninas? Et nous sommes arrivés déjà à notre argument. Mais quand même, ce petit parcours nous donnait le contexte. De toute la littérature, la bibliographie que je vous présentais, je choisirais trois hypothèses. La première, et je reste très fidèle à cette première hypothèse, a été présentée déjà en 1888 par l'historien allemand Karl Justi. Diego Velázquez, sein Jahrhundert. Les deux gros volumes de Justi,
sur Velázquez sont restés pour la historiographie et la critique européenne la référence plus importante. On a multiplié les essais sur Meninas et sur Velázquez comme des commentaires. Même les pages de Foucault, parfois c'est comme ça, on parle une fois de Velázquez et de Meninas, mais après on oublie Velázquez et Meninas. Jamais on parlera de cet argument. On a le plaisir de cette rencontre. Justi ein sein historique appartient à la grande école des historiens des arts, de la Kunstgeschichte, et doit rester sur les arguments avec une fidélité quasi philologique. Qu'est-ce que ça veut dire, Meninas? Ce que nous voyons de Meninas. C'est un portrait de la famille royale, tel comme était organisé dans le Palazzo del Buen Retiro, centré par la présence de Margarita, mais avec une présence inquiétante, la présence du peintre, avec un tableau qui nous donne son rétro et que nous sommes en condition de savoir quel est le motif de ce tableau. Mais une présence encore plus inquiétante que c'est la présence des rois, Felipe et Mariana, reflétés justement sur le miroir du tableau. Un peu plus tard, un autre grand historien qui appartenait au groupe de Panofsky, Krivansky, Sachs, Fritz Sachs, interprétait le tableau d'accord avec ce que Justi avait déjà proposé, mais en disant toujours qu'il y avait quelque chose de nouveau. Cette métamorphose d'un argument quotidien, la princesse et la compagnie de la princesse, et la métamorphose d'un argument quotidien dans un argument, on dirait, saxe, sublime. Ça le donne, en plus du saxe, on pourrait l'interpréter comme une réflexion sur la représentation, sur la question de la représentation. Un argument très proche des pages de Michel Foucault, dans les suivantes. Velázquez, il ne serait pas un peintre tout court, mais on pourrait l'interpréter comme un théoricien de la peinture. Je vous parlerai un peu plus tard de la bibliothèque de Velázquez. Il est à Paris, il est seulement 5 années, une excellente étude sur la bibliothèque de Velázquez. Quelles étaient les idées de Velázquez sur la peinture? En 1949, Charles de Tolnay, très important pour le dessin de Michelangelo, par exemple, Charles de Tolnay, dira que la vraie dimension de Meninas, on pourrait l'interpréter, dit Tolnay, comme une allégorie de la création artistique. Une allégorie de la création artistique. Qu'est-ce que ça veut dire, cette allégorie de la création artistique? Le roi entre dans la salle. On pourra dire quelle est cette salle, je vous dirai après,
pour voir comment le peintre, l'artiste, peint son tableau. Dans la recherche plus contemporaine, à partir de 1960, à partir de l'étude de John Moffitt de Pennsylvanie, on a commencé à parler d'un argument technique. Et ça veut dire la question de la prospective. Quel est le point à partir duquel on construit les tableaux? C'est le visage de Margherita, c'est la porte au fond, ouverte, c'est le regard du peintre, c'est le regard du roi. Ils ne sont pas au tableau, c'est seulement sa représentation. Quelles sont les lignes de fugue, justement? Quel centre constitue l'articulation des éléments que nous trouvons dans les tableaux? Qu'est-ce que nous trouvons dans les tableaux? On commencera par là, un premier plan de la page inférieure du tableau. Et dans cette complexe ordre, tout d'abord, et voilà, Margherita. C'est le troisième portrait de Margherita qu'il fait Velázquez. Il a 6 années, mais voilà. Picasso, avec les derniers Picasso, Argan, il aimait surtout les derniers portraits, les portraits roses. C'est le dernier tableau de Velázquez. Masso, il l'a fini, Bautista Masso l'a fini. Mais voilà, c'est Margherita au centre, qui reçoit de sa dame, Agustina Sarmiento, de l'eau, la petite vaisselle, de l'eau. Margherita et Maria Agustina Sarmiento qui reçoit de l'eau comme une invitation. J'aimerais bien chercher à faire la qualité de photo, ça vous donne surtout la technique de Velázquez, la dimension de son penelon pour voir tout ça. C'est la dame de Chiaves, ce qui organise la vie c'est Isabella de Velasco, élégante. Et comme toujours avec Velázquez, dans les années 30-40, il a préféré de peindre les nanes, los enanos, i nanni. Petit détail d'Isabelle de Velasco, je pense toujours à Picasso devant ce tableau. C'est rouge, blanc, les détails. On a fait la grande restauration. Et avec la restauration, le tableau a reçu justement cette lumière. Maria Barbola, una nana italiana, avec grand prestige, des occurrences, raconte de belles histoires, appartient d'une manière, c'était formule baroque, dei nanni
comme lieu de la vérité aussi. Et le petit Nicolas Pertusato, dans la même dimension, dans la même hiérarchie, dans la même horizontale, dans les mêmes plans que Sarmiento, Margarita, Isabelle, Maria Barbola, Pertusato ou les chiens. Ça donne à la chambre du prince où étaient peintes les tableaux, c'était qualité normale, domestique, que vous pouvez reconstruire de nouveau dans cette histoire. Ça nous manque encore deux personnages. Je voudrais vous présenter tout de suite. La distance de Velázquez, ça fait que la peinture devient plus légère. Marcela de Ulloa, il se présente presque comme une moine, comme ça. Et voilà, ce personnage-là, en obscur, qui nous donne le rapport social à l'intérieur de ce petit groupe. Et finalement, Nieto, José Nieto, avec ses clés, que c'est l'aposentador du palazzo. Ce qui ouvre le roi. Velázquez lui-même deviendra aposentador. Il pourra avoir le privilège d'entrer aux chambres du roi, aura le privilège de pouvoir entrer aux chambres du roi, et qui donne au tableau une perspective. Restera encore deux fenêtres sur le mur à droite qui donnera une lumière oblique, mais le point de fugue lumière restera cette porte sur laquelle se projette l'ombre de José Nieto. Mais il y a encore quelque chose qui peut nous inquiéter, que c'est justement le roi. Pour une lecture conventionnelle, simplifiante, le roi, on pourrait dire, entre dans la salle. Et nous avons les reflets de la présence du roi sur le miroir que nous avons au fond. Ça a été justement la lecture plus conventionnelle. Le roi entre. Nous avons seulement les reflets sur le miroir. Et je trouve être acceptable. Mais en définitive, c'est pas. On arrivait à dire, par exemple, c'est le roi, et je voudrais vous présenter ce portrait de 1656, justement, cette date, quand Velázquez peint Meninas, un nouveau portrait, plus malade, qui se trouvait à la National Gallery à Londres. Un portrait merveilleux. Ou le même portrait de Marianne. Et le dernier sujet du tableau, qu'encore nous devons reprendre, c'est notre artiste.
Il y a peut-être des idées que je voudrais vous dire. Pourquoi la présence de Velázquez, peintre, dans les tableaux? Dans la bibliothèque de Velázquez, il y a un exemplaire de la Historia Naturalis de Plinio, chapitre 35, raconte la visite d'Alexandre Magno à l'atelier d'Apel. Apel, peintre, Alexandre admire. Apel est le désigne peintre de l'empereur, d'Alexandre. Au même temps, Velázquez, quand il arrive au Buen Retiro, observe la dignité de Rubens, couronné par tous les rois de l'Europe. Le modèle, c'est Rubens. Et voilà Rubens, qu'il arrive et devient ambassadeur de Philippe IV devant l'Angleterre. Mais il y a quelque chose de plus important. Pas seulement l'idée d'une ambition personnelle, d'avoir le privilège de Rubens, mais dans la bibliothèque, il se trouve surtout le grand texte sur la peinture de Palomino, qui poursuit la tradition italienne de Alberti et Leonardo, qui voulait représenter, donner à la peinture la dignité, et non seulement comme une tradition technique. Il était considéré dans la cour espagnole quasi comme ménestrel et non comme artiste. La question pour Velázquez, c'est de reprendre les droits de la peinture comme un art libéral et remplir la dignité de l'artiste comme une figure fondamentale de la culture moderne. Les références à Alberti, à Leonardo, sont toujours présents dans le contexte de lecture de la corte. Et l'arte de la pintura de Pacheco est le livre qui présente un résumé de la tradition italienne. Bien sûr, la différence entre l'Italie et l'Espagne est formidable. Les artistes italiens ont reçu déjà la dignité et la reconnaissance, les artistes espagnols pas encore. Velázquez introduira justement cette bataille, suivra cette bataille pour la dignité de l'artiste. C'est pour ça qu'il se présentera toujours comme en tenue de peintre. Il y a une convention déjà sur l'argument comment se faire l'autoportrait de l'artiste. Une question très complexe. On a fait beaucoup d'études sur l'atelier de l'artiste. C'est bien de voir justement la question. Pour Velázquez, il est protégé par la peinture. Je voudrais vous présenter justement les tableaux. Quand nous analysons justement Meninas, nous restons toujours dans le premier plan avec les figures que je vous avais présentées. Mais il y a un contexte. Dans l'inventaire de 1686, on détaille tous les tableaux présentés dans cette salle. Il ne faut pas imaginer, il ne faut pas faire des détectives en cherchant que ces tableaux. Non, 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 ça c'est dans l'inventaire royal de 1686, on détaille tous les tableaux. Ce sont des copies
Jean-Baptiste Amaso, il fait des copies de Rubens. Il y a Pallas et Arachne, le jugement de Midas, que vous verrez tout de suite à droite. Mercure, Saturne, Diana et paysages avec des oiseaux, des animaux. Maintenant, vous pouvez identifier pour l'éclairage, l'illumination du rétro du tableau, cette fenêtre à droite, à votre droite, qui nous donne justement une petite... c'est une disponibilité pour voir simplement et pour introduire ce texte. Surtout Midas, qui viendra justement comme, on pourrait dire, la compagnie préférée. C'est Rubens. Les vrais Rubens appartiennent à la collection royale. Maintenant, ils sont toujours à Prado. Mais dans le contexte de Meninas, on peut voir justement tous ces tableaux. Et nous rentrons à Meninas pour nous faire une dernière question, pour nous poser une dernière question. Quel est l'argument du tableau? C'est très curieux. Nous ne pouvons pas voir l'argument du tableau. C'est très curieux, c'est formidable ça. C'est formidable. Les mesures du tableau tout près de Velázquez sont les mêmes mesures que les tableaux de Meninas. Il a fait un truc formidable. On n'a pas pris question, on a pris attention à cette coïncidence. Non, il a fait comme ça, 318 par 276. Ce sont les mesures de Meninas. Pas de confusion. Palomino, quand on parle, quel est l'argument du tableau qui peint Velázquez, répond avec une information très, très fidedigne. Il peint un portrait du roi et de la reine. C'est le portrait. Et même, on pourrait dire, excusez-moi, que les tableaux se reflètent justement, ce n'est pas la réflexion du roi qui sont devant les tableaux, mais on pourrait dire pourquoi pas, ça c'est la question, c'est les tableaux qui se reflètent justement. Mais alors, ça c'est très compliqué parce que Velázquez fait la frontière, fait la difficulté de faire ça. Le truc, c'est tout à fait une autre chose. Mais on pouvait dire que ce sont les rois qui arrivent comme un geste de glorification de Velázquez peintre. Il assistera justement à ce moment de la création artistique, le roi. Et Velázquez se retire, mais en tenue de peintre. Je profite pour vous dire que je vous remercie beaucoup si vous pourriez éliminer de la veste la croix rouge de Velázquez a été peinte après sa mort. Et ça a été le roi qui a fait le possible pour les donner comme noblesse l'appartenance à l'ordre de Santiago, mais jamais on peut imaginer que Velázquez se présenterait avec la croix de Santiago. Il se présentait seulement comme artiste. Ça a été after the mort, après la mort. C'est le roi qui le dit, il doit voir la croix. Mais Meninas, c'est pas sans la croix. Et sans la croix, il n'existe pas cette croix.
La deuxième hypothèse, la première hypothèse, c'est on fait un tableau des rois. La deuxième, c'est un portrait de Margherita. Une autre fois, le roi fait le portrait de Margherita. C'est le troisième. Troisième fois. Et cette fois dans l'entourage. Et la troisième hypothèse, pourquoi pas? C'est très, très bizarre comme hypothèse. On ne pourrait pas même le considérer une troisième hypothèse, mais on dit qu'est-ce qu'il peint? Il peint Méninas, c'est juste. C'est comme ça. Les musiques du tableau sont exactement les mêmes que les musiques du tableau. Nous nous trouvons devant un superbe concerto qui profondirait la signification de la peinture. Le roi et la reine assistent à la création d'un chef-d'œuvre. Peut-être que si nous suivons notre parcours avec seulement les détails, premier plan, et voir la qualité de chaque personnage, la représentation de chaque personnage, nous permet d'imaginer que ce n'est pas un argument conventionnel, mais qu'à un certain point, Velázquez cherche à faire un exercice, le plus haut exercice de peinture. Quelles sont les intentions de Velázquez? Peut-être qu'il a attendu beaucoup, mais il est arrivé le moment. Il reste seulement 4 années pour sa mort. Et il a les conditions pour se faire son dernier autoportrait. Il se présentera comme peintre, comme artiste, seulement comme peintre. Ces idées, se correspondant avec son œuvre, cette défense de la peinture, cette défense de la peinture comme un art libéral, avec une opposition d'un intérêt très particulier, d'une confrontation entre les rois et les peintres. Peut-être la situation de la couronne, de la monarchie est chaque fois plus dramatique. Après Philippe IV viendra Carlos II et la crise se précipitera directement. Et après viendra un changement dynastique. Ce sera Carlo III de Napoli qui deviendra roi de l'Espagne. C'est pour ça qu'il
je voudrais vous faire arriver à cette conclusion. Avec ça, on reprend la figure de Velázquez. Dans les portraits de l'artiste, par exemple, on peut voir ici même, au Louvre, a une qualité de conservation un peu comme ça. Je parle de Rembrandt. Le Rembrandt du Louvre, il me revient. Il y a toujours un axe qui relationne la tête, la lumière se projette sur la tête, et la tavolozza, comme on dit en français tavolozza, la palette, merci, et la palette. Parfois, les pinceaux, les mains disparaissent. Et Rembrandt, c'est très important, cette observation. La tête, ce qu'on pense et ce qu'on fait, c'est la palette. C'est quelque chose, on évitera la croix rouge, ça disturbe. Méninas et sans croix. Il faut penser ça. Il y a une inquisition très singulière pour présenter beaucoup de difficultés pour devenir candidat à l'ordre de Santiago. Beaucoup de problèmes. Mais le roi, il voulait lui donner ce prix, ce privilège de la noblesse. Je vous propose de voir en détail les trois. Jamais on a fait portrait avec cette condition de... È diventato, è devenu un intellettuel malinconico, pris de la mélancolie, le smorfie delle labbra. Il a un geste de questa smorfa. Comment? Mépris. Un mépris peut-être. Je ne sais pas s'il arrivera à mépris, ces gestes. Mais pour vous, c'est un mépris. Mais il a toujours cette légèreté, cette... Jamais on a pris la main comme ça. Et vous pouvez voir les pinceaux comme ça, comme une flèche. Non? Là, c'est pas facile à comprendre pourquoi Velázquez a organisé son portrait d'une manière très, très, très rigoureuse, très calculée, très parfaite, je dirais même. Vous vous souvenez des deux portraits de Poussin? Le Poussin au Louvre et le Poussin à Berlin. Toujours, il me revient, mais c'est Poussin d'avoir votre portrait. Il a attendu jusque-là. Mais la chose plus remarquable, c'est plaquette. J'adore ce détail. C'est vraiment la palette de la peinture espagnole. C'est la palette de la peinture espagnole. Un rouge, un blanc, sienna, et c'est noir. Où sont les verts? Où sont les bleus? Non, excusez-moi. Pas de bleu, pas de vert. Non. Il arrivera Tiepolo plus tard avec le bleu.
avec les verts, avec les jaunes. Les jaunes, on les fera avec un rouge et un blanc. Mais très légèrement, il faut faire attention, c'est pas... Ça, c'est la tabolote, ça, c'est la palette espagnole. Vous me permettez? Les idées d'un peintre baroque, exceptionnellement, nous présente ces gestes comme la Santa Teresa de Bernini, coupe de foudre sur l'âme. C'était... Et c'est le peintre protégé par le roi. Mais que, à la limite, ne sont pas déjà les rois présents, mais c'est la représentation du roi. Ça, c'est justement le truc de l'illusionnisme baroque. Réalité et fiction se confondent. Réalité et fiction. On pourrait dire réalité et apparence. Nous ne sommes pas tellement cartésiens, mais il faut le reconnaître, que cette observation, c'est très important, la vérité de l'apparence. La vérité de l'apparence. Le roi, on sait bien, c'est Felipe IV, c'est Mariana, qui sont là présentes tous deux. À la fin, Velázquez, il a construit son autoportrait, mais il ne sera jamais déjà un peintre qu'on pourrait interpréter dans la grande généalogie des peintres modernes, mais qu'il construit justement l'espace de Meninas pour nous porter directement à la transformation de l'espace de la représentation classique. Je vous lirai seulement les dernières lignes du premier chapitre de Les mots et les choses. Je me permets de le faire comme un hommage à un intellectuel, prof de ce collège, que pour moi il reste un maître toujours. Peut-être y a-t-il dans ce tableau de Velázquez comme la représentation de la représentation classique et la définition de l'espace qu'elle œuvre. Elle entreprend en effet de s'y représenter en tous ces éléments, avec ces images, les regards auxquels elle les offre, les visages qu'elle rend visibles, les gestes qui la font naître. Mais là, dans cette dispersion qu'elle recueille et étale tout ensemble, un vide essentiel est impérieusement indiqué de toutes parts. La disparition nécessaire de ce qui la fonde, de celui à qui elle ressemble et de celui au jeu de qui elle n'est que ressemblance. Ceci je m'aime, qui elle-même a été élidée. Elle livre enfin ce rapport qui l'incluait. La représentation peut se donner comme pure représentation. Qu'est-ce que c'est justement cette peinture? Justement ça. Et c'est la leçon que Velázquez nous propose et que d'une manière très singulière, Foucault nous commente.
Svetlana Alpers. Il parlait justement en plus d'un virtuosisme incomparable, cette indication sur les miroirs quand l'apparence commence à devenir lieu de la vérité. À ce moment-là, dans la cour de Felipe IV, il était encore il matrimonio Arnolfini, maintenant à la National Gallery de Londres. Et Velázquez avait visité si fréquemment ce tableau avec l'introduction d'un reflet optique. Léo Steinberg avait déjà suggéré que la vraie perspective, c'est la nôtre, comme spectateur du tableau. Que Velázquez a peint le tableau toujours en imaginant la perspective que le spectateur réussirait à voir. Norbert Elias parle à une distance seconde, une distance que l'art de Velázquez nous offre comme représentation d'un réel métamorphosé dans un illusionnisme que la peinture peut interpréter. Bon, merci.